Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de microéconomie. On va parler d'équilibre de marché et surtout d'intervention de l'État avec les notions de prix plancher et de prix plafond. Vous avez comme d'habitude l'énoncé de l'exercice en description, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez tout de suite sur l'exercice en question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire, pour le faire par vous-même avant de regarder la correction qui va suivre, ou bien pour le lire tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En gros, on vous dit donc que sur le marché, on a pu déterminer les fonctions d'offre et de demande globale. Le prix est exprimé en francs par kilogramme et les quantités en tonnes. Alors, pour l'offre, donc on nous donne QS, donc ce sont, attention, sont des fonctions globales. Donc QS égale 5P moins 10 et QD égale moins 10P plus 200. Bien. On vous demande d'établir les équations de prix d'offre et de prix de demande. Les équations de prix d'offre et de demande. Alors, les équations qu'on nous donne ici, les fonctions qu'on nous donne plutôt, c'est pareil. Vous êtes d'accord avec moi qu'on exprime Q en fonction de P. Eh bien, les équations de prix d'offre et de demande, nous devons exprimer P comme une fonction des quantités. Oui. On dira d'ailleurs ici que nous sommes dans un cadre walrasien. Parce que chez Walras, les quantités dépendent toujours du prix. Et ici, nous sommes dans un cadre marshallien. Nous sommes chez Marshall. Là, on a tendance à raisonner plutôt à long terme, et là, plutôt à court terme. Bon, je pense que ce n'est pas très très compliqué. On va prendre QS. Donc, pour l'offre, nous savons que Q égale 5P moins 10. Donc, Q plus 10 égale 5P. Et donc, regardez comment on va l'écrire. Bon, moi, j'aime bien mettre des P majuscules, mais si vous mettez des P minuscules, c'est pas une erreur. Donc, on va écrire que PS, c'est-à-dire le prix de l'offre, la fonction de prix d'offre, est égale donc à Q plus 10 sur 5. Vous pouvez laisser comme ça, encore une fois, ou bien, vous pouvez dire ça fait 1/5 de Q plus 2. C'est pareil, c'est pareil. Voilà, donc les deux fonctions sont identiques. Comprenez bien, cette fonction-là est la même que celle-ci. C'est juste qu'on a changé, comme on pourrait dire comme ça, on a changé de variable. La variable est devenue la quantité. Alors pour la demande, nous avons Q égale moins 10P plus 200. Donc Q moins 200 égale à moins 10P. On va diviser par moins 10. Alors attention, Q moins 200 donc sur moins 10 égale P de D, qui est prix de la demande. Divisé par moins 10, le moins, je peux le remonter. Mais attention, si je le remonte au numérateur, je change tous les signes. Donc j'aurai moins Q plus 200 sur 10. Vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez encore écrire moins 1 dixième de Q. Oui, c'est ça, moins 1 dixième de Q plus 20. Voilà la fonction de demande, les prix en fonction des quantités. Donc le prix de la demande. Alors, graphiquement,
Quand on ne le précise pas, c'est important, quand on ne le précise pas, on raisonne toujours dans un cadre marshallien. C'est-à-dire dans un cadre où le prix, comme ici, le prix est fonction des quantités. Autrement dit, si le prix est fonction des quantités, le prix se trouve en ordonnée et les quantités en abscisse. C'est comme x, f de x. Alors on peut avoir une petite indication, regardez, c'est facile. Pour l'offre. Déjà, il est à remarquer que les deux fonctions sont des expressions affines. Les deux fonctions sont des fonctions affines. Autrement dit, leur représentation graphique, ce sont des droites. Ce sont des droites. Alors pour l'offre, on va remplacer Q par 0. Donc si Q vaut 0, que vaut le prix? Le prix vaut 2. Donc si Q vaut 0, on va écrire ici, le prix vaut 2. Alors moi je le fais approximativement, donc on aura une droite comme ça. Okay. Ça c'est l'offre, qu'on symbolise avec un S. Et la demande, si Q vaut 0, le prix vaut 20. Donc je ne sais pas, on va mettre quelque part ici. Voilà. Et là, se trouvera l'équilibre. Bien, alors mettez sur pause pour ceux qui veulent, qui n'ont pas eu le temps de. Enfin, j'ai effacé le début, donc normalement il n'y a pas de souci. Alors justement, parlons-en de cet équilibre. Comment va-t-on le déterminer? Bien, nous sommes d'accord que l'équilibre est atteint. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser soit les fonctions Q en fonction de P, soit P en fonction de Q. Bon, on va utiliser celle-ci puisque on a dit qu'on raisonnait dans un cadre marshallien. Donc, l'équilibre est atteint lorsque l'équation du prix d'offre est égale à l'équation du prix de la demande. Les deux droites se croisent. Donc, en ce point, les fonctions sont égales. Donc, 1/5 de Q plus 2 égale moins 1/10 de Q plus 20. Et en résolvant cette équation, on déterminera la valeur de la quantité d'équilibre. Alors, on va regrouper les quantités ensemble à gauche, et tout ce qui n'est pas quantité à droite, c'est une simple équation. Donc, 1/5 de Q plus 1/10 de Q égale 20 moins 2, ça fait 18. 1/5, ça fait 2/10. 1/5, c'est 2/10. 2/10 plus 1/10, ça fait 3/10. Donc Q est égal à 18 divisé par 3/10. Oui. Donc Q bar, la quantité d'équilibre, est égale à 18. Donc je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire je multiplie par 10 tiers. Donc ça fait 180 divisé par 3. Donc ça fait bien 60. Voilà la quantité d'équilibre. Alors, quel est le prix d'équilibre?
Nous savons qu'à l'équilibre, les deux fonctions sont égales. Donc la quantité que vous avez trouvée, vous la remplacez soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de demande. C'est pareil, puisque les deux sont égales. Donc, je rappelle, puisque je l'ai effacé, que le prix d'offre, c'est 1/5 de Q plus 2. Donc on va remplacer donc, P bar, prix d'équilibre, égale 1/5 multiplié par 60 plus 2. Donc, ce qui fait 65e plus 2. Ça tombe juste, parce que ça fait 12. Donc P bar égale 14. Ok, 5 fois 12, 60. Plus 2, bien sûr, ça fait 14. Donc l'équilibre est donné par le point de coordonnées, attention, abscisse ordonnée. Donc d'abord les quantités et ensuite le prix. Bien sûr, vous qui avez bien représenté les droits d'offre et de demande, normalement pile poil, ça arrive à 74, surtout si vous avez une feuille quadrillée. Quadrillé. Pourquoi je dis quadrillé? Quadrillé. Ça va? Bien. Mettez sur pause. Donc je vais juste renoter l'équilibre, le point d'équilibre. On peut l'appeler E. Donc il a de coordonnées 74. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? On nous dit qu'on suppose que l'État décide d'instaurer un prix plancher de 18 euros. Alors, un prix plancher. Une petite notion de cours, rapidement. Un prix plancher, notez-le bien. Un prix plancher, c'est un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre. Je répète, le prix plancher est un prix en dessous duquel, donc prix en dessous duquel on ne peut pas vendre, c'est-à-dire en dessous duquel il n'y a pas d'échange. Donc je répète, un prix en dessous duquel il n'y a pas d'échange. Autrement dit, le prix plancher s'apparente à ce que nous pouvons qualifier familièrement à un prix minimum. C'est ça un prix plancher, c'est un prix minimum. Je ne peux pas vendre en dessous. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui m'y oblige. L'État me dit de vendre mon kilo de pommes à 18 euros et pas en dessous, et je le vends à 18 euros et pas en dessous. Point barre. Autrement dit, ce prix plancher qui est un prix minimum est un prix qui est fixe. C'est un prix qui est fixe. Ça veut dire qu'il ne varie pas. Pas question de commencer à dire 17,90, 18,1. Non. C'est le prix plancher. Il ne varie pas, il est fixe. Alors ça peut vous paraître un petit peu surprenant. C'est pour ça qu'on l'appelle plancher. Oui, c'est le minimum. C'est comme le plancher d'une maison. Ou d'un grenier, enfin je ne sais pas. Oui. Ça peut vous paraître surprenant, mais le prix plancher, je vais l'appeler PP, le prix plancher est toujours, donc ça c'est, on pourrait l'appeler la règle d'or, le prix plancher est toujours supérieur au prix d'équilibre. Sinon, il n'a pas de sens.
rapidement. On a l'offre et la demande. On a l'équilibre qui est ici. Je vais raisonner par l'absurde. Je vais supposer que mon prix plancher est inférieur à mon prix d'équilibre. Autrement dit, il est quelque part ici. Je ne peux pas vendre en dessous. Je ne peux pas vendre ici. C'est interdit. Je ne peux pas. Alors bien sûr, on est d'accord que pour ce prix plancher, nous avons une certaine quantité offerte et une certaine quantité demandée. Et donc, on pourrait se dire, bah oui, bah ok, oui, mais regardez ce qui se passe. Comme on ne peut pas vendre en dessous, ça veut dire qu'on peut vendre au-dessus du prix plancher. Eh bien, si on peut vendre au-dessus du prix plancher, les règles du marché vont faire qu'on va retourner automatiquement à l'équilibre. Puisque à ce prix-là, nous avons des demandeurs qui sont insatisfaits, le prix est en dessous, donc on a des demandeurs qui sont insatisfaits parce que eux, ils auraient bien aimé payer un peu plus cher. Ils auraient bien aimé un peu plus cher. Donc ces demandeurs seront responsables de la hausse des prix. Et donc comme le prix va remonter tout doucement, on va revenir à l'équilibre. C'est automatique, ce sont les règles du marché. Tout déséquilibre est ramené à l'équilibre. Donc c'est pour ça que le prix plancher n'a de sens que s'il est supérieur au prix d'équilibre, c'est-à-dire que s'il se trouve ici. Là, il a du sens. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce stade, on ne pourra jamais revenir à l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vendre en dessous du prix plancher. Donc si vous ne pouvez pas vendre en dessous du prix plancher, vous ne pouvez pas vendre au prix d'équilibre. Donc, au prix plancher supérieur au prix d'équilibre, on ne reviendra jamais à l'équilibre. Donc là, le prix plancher a du sens. Là, on pourra étudier les conséquences, l'impact d'un tel prix sur les quantités échangées sur le marché. Mais s'il est en dessous, on revient naturellement à l'équilibre. Ok? Bien. Voilà, donc ça, c'est la petite partie théorique. On verra son cousin après, le prix plafond. Alors, on nous dit la mesure, donc c'est-à-dire le fait de fixer un prix plancher, donc de 18. Cette mesure était censée favoriser une amélioration du revenu des éleveurs. Selon vous, l'objectif est-il atteint? Ah. Donc l'État se dit, bah tiens, on va fixer un prix plancher de 18. Pourquoi? Parce que le prix d'équilibre, il est de 14. Donc l'État se dit, peut-être que si j'augmente le prix, les offreurs seront mieux rémunérés. Les offreurs gagneront plus d'argent. Et on se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette mesure est efficace? Alors, vous vous en doutez bien, c'est pas grave, je refais un graphique, pas de souci. Nous avons le temps. Donc l'équilibre, on a 14, et là on a 60. Et puis donc je fixe un prix plancher de 18. Ici. Une droite, c'est une droite qui est parfaitement horizontale. La question que je dois me demander, la première, c'est regardez. Pour 18 euros, j'ai deux quantités. Encore une fois, j'ai la quantité demandée qui est ici et la quantité offerte qui est ici. Donc la première chose à savoir, à se demander, c'est pour un prix de 18, quelles sont les quantités demandées et quelles sont les quantités offertes. Et vous me concéderez que ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien qu'il y a un écart. Donc déterminons les quantités offertes et les quantités demandées avec un prix de 18. Les fonctions n'ont pas changé. Donc QS de 18, 5 fois 18 moins 10. Donc on trouve 80. Et les quantités demandées à 18,
moins 10 fois 18, plus 200, ce qui fait 20. Ah! Pour un prix de 18 €, les offreurs sont prêts à vendre 80 unités, ou 80 tonnes, peu importe. Et les demandeurs, eux, ne sont prêts qu'à acheter 20 unités. Donc il y a déséquilibre sur le marché. Il y a déséquilibre. Et ce déséquilibre, on le voit, d'accord avec moi, que QS est supérieur à QD. C'est-à-dire que les offreurs sont prêts à vendre plus que ce que les consommateurs réclament, ou que ce que les consommateurs demandent. Nous sommes donc dans un cas d'excès d'offres. Ce qui est toujours le cas avec un prix plancher. Donc nous sommes dans le cadre d'un excès d'offres. La question qui va se poser, c'est quelles seront les quantités échangées? Est-ce qu'on va échanger 20 ou est-ce qu'on va échanger 80? Eh bien ici, il y a une règle en microéconomie qui s'appelle la règle du côté court. La règle du côté court. Je pense que ça vous donne déjà un indice. La règle du côté court stipule que les quantités échangées est toujours égale au minimum entre la quantité demandée et la quantité offerte. Donc la quantité échangée, c'est le minimum entre QD et QS, c'est-à-dire que c'est le plus petit qui l'emporte. Vous pouvez vous le dire familièrement, vous pouvez vous le dire comme ça, c'est le plus petit qui l'emporte. Donc quelles seront les quantités échangées? La plus petite, c'est la quantité demandée. Donc les quantités échangées seront de 20. Il n'y aura que 20 unités vendues sur ce marché. Parce que les consommateurs n'en veulent que 20. Et même si les producteurs veulent en vendre 80, vous ne pouvez pas obliger les consommateurs à en réclamer 20 s'ils n'en veulent que 20. C'est pour ça que c'est la règle du côté court, elle est très logique. Elle s'applique même dans la réalité. À moins d'obliger les gens à consommer et à acheter. Mais dans un cadre totalement libéral et déréglementé, si j'en veux pas plus que 20, j'en veux pas plus que 20. Je vous rappelle que depuis le début, on essaye de se demander, est-ce que la mesure là est efficace pour les producteurs, pas pour les consommateurs. Les consommateurs, quelque part, on pourrait dire, eux, ils s'en foutent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont gagnants. Les consommateurs qui désirent acheter le bien au prix de 18 l'achèteront. Donc les consommateurs ne sont pas frustrés. Ce sont les offreurs qui sont frustrés. Parce que eux, ils veulent en vendre 80. Alors, est-ce que la mesure est efficace? Calculons le revenu des producteurs. À l'équilibre, bien sûr, et avec le prix plancher. Quel est... Alors, attention, revenu, donc lorsqu'on parle ici du revenu des offreurs, c'est un synonyme de chiffre d'affaires. Pas de profit. Parce que de toute façon, on n'a pas les coûts totaux. Donc, on ne pourrait même pas déterminer le profit. Donc, revenu égale chiffre d'affaires. Quel est le revenu à l'équilibre? RE ou R bar. R bar. On vend 60 à 14 euros. Donc 60 fois 14, ça fait 840. Et avec la politique là, étatiste, la politique de l'État. Donc on va l'appeler R'. Quel sera ce revenu? Il y aura 20 quantités. À combien? À 18 euros. Soit 360. Aïe. Eh oui. Le revenu apporté par le prix plancher est inférieur au revenu d'équilibre. Conclusion, la mesure est inefficace. Elle est totalement inefficace.
pourrait même dire que nous avons un écart de revenus. Nous avons un écart de revenus, je l'écris comme ça, un écart de revenus de 840 moins 360, soit 480. Ça veut dire qu'avec le prix plancher, le revenu des producteurs diminue de 480. Voilà l'inefficacité. Ça va? Mettez sur pause pour recopier tranquillement. Alors, on vous pose une question qui est toute légitime, la question suivante. Comment l'État aurait-il pu procéder? Parce que l'objectif initial de l'État, c'était quoi? C'était d'augmenter le revenu des producteurs. Il n'y est pas arrivé. Question, comment il pourrait faire pour y arriver? Alors, donc j'efface. Je vais refaire un graphique, c'est pas grave. Plus on en fait, plus on s'entraîne. Là, la demande. Équilibre, 14, 60. Et nous avons notre prix plancher à 18. Hop, hop. Donc je rappelle les quantités, c'était demandé, donc c'était 80, 20 et 80. Alors, bon, ça c'est inefficace. Que peut faire l'État? Eh bien, l'État peut réagir en deux temps. En deux temps. Premier temps, pour satisfaire les producteurs, pour satisfaire les offreurs, l'État pourrait tout à fait acheter les 80 unités aux offreurs au prix de 18 €. Ça, l'État peut faire ça. Il peut se dire, pour contenter les producteurs, pour contenter les offreurs, eux, ils veulent, à 18 €, ils sont prêts à vendre 80 unités, ou enfin 80 tonnes, peu importe. Je vais acheter leurs 80 unités à 18 €. C'est-à-dire que je vais me comporter, si je raisonne comme l'État, je vais en fait me comporter comme un consommateur, comme un demandeur. Et je vais tout leur acheter leur stock. Donc, premier temps, l'État achète les 80 unités aux producteurs. Bien sûr, à 18 €. Ça, c'est le premier temps, c'est la première phase. Ce qui est cool, c'est que, du coup, quel sera le revenu des producteurs? Le revenu sera bien égal, cette fois-ci, à 80 multiplié par 18. Ce qui fera 1440. Est-ce que ça, c'est efficace? Oui, parce que ce revenu de 1440, il est bien supérieur, si vous regardez, au revenu d'équilibre qui était de 840. Ok. Donc l'État achète le stock des producteurs au prix qu'il avait décidé de fixer, c'est-à-dire le prix de 18. Là, la mesure est efficace, mais c'est pas tout. Parce qu'il ne faut pas oublier les consommateurs. Pourquoi? Parce que si l'État achète aux producteurs les 80 à 18, il ne reste plus rien pour les consommateurs. Donc l'État n'a pas fini son travail, si on pourrait dire comme ça. Donc dans un deuxième temps, que peut faire l'État? L'État peut revendre les 80 unités aux consommateurs, mais pas à n'importe quel prix. Il ne pourra revendre ces 80 unités
qu'au prix que souhaitent les consommateurs, ici. Donc je répète, l'État pourra revendre les 80 aux consommateurs, aux demandeurs, mais au prix auquel il souhaite acheter ces 80 unités. C'est-à-dire au prix de la demande pour ces 80 unités. C'est-à-dire c'est l'intersection entre 80 et la droite de la demande. Ouais. Mais on connaît la fonction de la demande P2D. C'est quoi P2D? Donc je mets juste, hein, j'écris vite fait, donc l'État peut revendre les 80 unités au prix, attention, au prix exigé par les consommateurs. Parce que pour 80 unités, ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quel prix. Je rappelle P2D. Regardez, c'était la première question de l'exercice. Le prix de la demande, c'était moins 1 dixième de Q plus 20. Donc je remplace Q par 80. Donc le prix de la demande, ce sera moins 1 dixième multiplié par 80 plus 20. Autrement dit, moins 8 plus 20, qui fait 12. Yes, it's OK. Donc là, le prix de la demande, sur mon graphique, c'est 12. Donc pour 12 euros, à 12 euros, les consommateurs sont prêts à consommer 80. C'est parfait. L'État a acheté, enfin, attendez, c'est parfait. L'État a acheté les 80 aux producteurs au prix qu'ils désiraient, augmentant le revenu, et il les revend aux consommateurs selon leurs exigences, selon le prix qu'ils réclament. Vous vous doutez bien quel est le piège dans cette intervention, ici, là, dans cette pratique étatique? Bah, c'est que tout ça, ça a un coût pour l'État. Donc on pourrait l'appeler le troisième temps. Si vous voulez, je vais le faire ici, c'est rapide. Donc le troisième temps, c'est que la mesure est coûteuse pour l'État. Et vous savez bien que lorsqu'on dit que la mesure est coûteuse pour l'État, ça veut dire qu'elle fait augmenter la dette de l'État. Alors quel est le coût? Le coût, c'est que l'État achète 80 à 18, donc ça leur coûte 1000. En fait, regardez, c'est ça qui est amusant. C'est que cet achat à 18 euros, en fait, ce que ça rapporte au producteur, c'est la dépense de l'État. L'État dépense en fait 1440. Donc l'État donne 1440 euros aux producteurs. Donc ce que les producteurs gagnent, l'État le perd. Mais pas totalement, parce que l'État va récupérer quoi? Elle va revendre les 80 à 12 euros. Et ça fera un coût de 480. Voilà. Là, on est dans une modélisation rapide, hein, mais c'est la compréhension qui compte. Si l'État avait laissé le marché décider, on aurait vendu 60 à 14 et ça n'aurait rien coûté à l'État. Donc, ça n'aurait rien coûté aux contribuables. Attention, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Hein. Je ne me réclame pas, je ne me dis pas libéral, mais là, j'explique dans le contexte microéconomique. Bien. Alors, on va devoir faire la même chose, mais avec un prix plafond. Donc, mettez sur pause, hein, j'efface. Ah oui, je vais laisser quand même. Donc, je vais quand même
juste renoter l'équilibre. Donc 74. Alors, le fameux prix plafond. Bon, vous doutez bien que c'est l'inverse. Le prix plafond, notez-le, c'est un prix au-dessus duquel, donc notez bien, prix au-dessus duquel on ne peut pas vendre. Ou bien il n'y a pas d'échange. Donc prix au-dessus duquel l'échange n'a pas lieu. Ça, c'est le prix plafond. Alors, le prix plafond, encore une fois, comme tout à l'heure, on va l'appeler P', parce que je ne vais pas l'appeler PP. Celui-ci, le prix plafond, est toujours inférieur au prix d'équilibre. Alors, permettez-moi, c'est juste pour les mêmes raisons que le prix plancher. C'est-à-dire que s'il est au-dessus, bah, on va revenir à l'équilibre. Bon, c'est l'inverse, donc c'est tout à fait évident. Donc le prix plafond est inférieur toujours au prix d'équilibre. Autrement dit, là j'ai l'offre, là j'ai la demande, là j'ai P bar, là j'ai Q bar, et le prix plafond se situera par exemple ici. Ouais. S'il est au-dessus, comme on ne peut pas vendre au-dessus, bah, les règles du marché vont faire en fait que le prix va baisser petit à petit parce que les offreurs ne seront pas satisfaits, donc ils vont baisser les prix et on va revenir à l'équilibre. Donc, d'où le terme de plafond. On ne peut pas vendre au-dessus. Donc c'est bien un plafond. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on nous dit, Donc on nous dit prix plafond, et on nous dit que ce prix plafond, il est de 11. Bon, on vérifie bien, mais c'est logique qu'il est bien inférieur à 14. Ok. Alors le prix plafond, on le met toujours en place, écoutez bien, on le met toujours en place pour améliorer la situation des consommateurs. Le prix plancher vise à améliorer la situation des producteurs. Le prix plafond vise à améliorer la situation des consommateurs en fixant un prix plus petit que le prix d'équilibre. Peut-être parce que, je ne sais pas, on est par exemple dans un contexte inflationniste, donc l'État veut volontairement, vous voyez, fixer un prix en dessous du prix d'équilibre, pour pas trop endommager le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc on vous demande de déterminer le nouvel équilibre par rapport, si on fixe un prix de 11, et encore une fois, est-ce que cette mesure est efficace? Bien, on y va. Vous vous doutez bien, donc pour un prix plafond, nous avons aussi deux quantités, la quantité offerte et la quantité demandée. Et on voit bien qu'il y a un écart entre les deux. Donc commençons par déterminer les quantités offertes et les quantités demandées à ce prix. Donc QS de 11. Donc 5 fois 11, 55. 55 moins 10, 45. Et QD de 11. Moins 10 fois 11, moins 110. Moins 110 plus 200, 90. Ouais. Et donc on se retrouve ici dans une situation d'excès de demande. La quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. Est-ce que c'est logique? Bah oui, si vous baissez le prix en dessous du prix d'équilibre, forcément il y aura toujours plus de demandes que d'offres. Quelle sera la quantité échangée? C'est la même chose que pour le prix plancher. On applique la règle du côté court. Donc c'est le minimum, c'est-à-dire que la quantité échangée sera égale à la quantité offerte, donc sera égale à 45. Et donc le nouvel équilibre,
peut appeler E', ce sera 45, 11. Ça, c'est ce qui sera échangé. 45 unités à 11 euros. Est-ce que c'est efficace? Alors, voyons pour les producteurs. Regardons le revenu, calculons le revenu des producteurs. On va l'appeler R', R seconde. Peu importe. Donc, il sera égal à 45 multiplié par 11, soit 495. Ben, je vous rappelle que le revenu d'équilibre était de 840. Donc, une nouvelle fois, ce revenu sera inférieur au revenu d'équilibre de 840. Mais c'est pas tout. Les producteurs sont donc impactés négativement, ils perdent du chiffre d'affaires, ils perdent du revenu. Mais les consommateurs ne sont pas satisfaits non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des consommateurs qui seraient prêts à payer le prix d'équilibre. Autrement dit, regardez, je le mets en vert. Toute cette partie-là de la demande-là, ce petit segment vert, ces demandeurs-là ne sont pas contents. Parce que eux, ils veulent payer le prix d'équilibre. Vous voyez? Donc, ici, il y a deux conséquences négatives pour les producteurs et pour des consommateurs qui sont insatisfaits. Donc, on peut dire que la mesure du prix plafond rend des consommateurs insatisfaits. Donc, la mesure est inefficace pour les deux. Donc, mesure inefficace pour les offreurs et les demandeurs. Bon, ce qui était le cas aussi du prix plancher, mais le prix plancher, il est fait pour les producteurs. Donc on avait analysé que l'impact sur les producteurs. Là, le prix plafond est censé être fait pour les consommateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réagir aussi par rapport aux consommateurs. Mais en fait, les deux sont perdants. Ça va? Et encore une fois, on vous demande est-ce que l'État aurait-il pu procéder autrement? Bien, on va voir que oui. Selon la même logique que tout à l'heure, les trois temps. Donc mettez sur pause pour recopier. Je vais refaire un graphique de toute façon avec les valeurs pour bien voir ce qui se passe. Donc l'équilibre, 14,60, enfin 74. Bien. On a notre fameux prix de 11. Nous savons que les quantités, donc 45,90. Bien. Que peut faire l'État? Eh bien, comme tout à l'heure, l'État peut agir en deux temps et un troisième pour le coup. Le premier temps. Bien, regardez ce qui se passe. C'est que les consommateurs, eux, ils veulent 90. Oui, les consommateurs veulent 90. Mais les offreurs n'en vendront que 45. C'est la règle du côté court. Alors l'État se dit, attendez, ils en veulent 90. Eh bien, je vais acheter 90 unités aux producteurs. Je vais acheter 90 unités aux producteurs. Allez. Donc, premier temps, l'État peut décider
d'acheter 90 unités au producteur. La question, c'est à quel prix? Eh bien, regardez. Les offreurs, eux, sont prêts à vendre 90 pour le prix qui est ici en vert. Bon, c'est de biais, hein, désolé. Mais bon, c'est comme visible. Hein. Donc le 90, je le reporte sur la droite de l'offre et je regarde le prix qui est ici. Yes. Bien sûr, nous, on va le faire analytiquement. Je vous rappelle que l'équation de l'offre, c'est la première question de l'exercice. PS, c'était 1/5 de Q plus 2. Donc les 90, ils vont l'acheter à 1/5 de 90 plus 2, soit à 20. C'est-à-dire que cette valeur, ici sur le graphique en vert, elle vaut 20. Ils veulent 90, je vais acheter 90, mais au prix exigé par les offreurs. Okay, donc l'État peut décider d'acheter 90 unités au producteur, mais à ce prix-là. Du coup, quel sera le revenu des producteurs? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que le revenu va augmenter? Je pense que oui, hein, c'est pas mal déjà. Puisque le revenu, il sera de combien? De 90 fois 20. Et donc, il sera de 1800. Et ce revenu est largement supérieur au revenu d'équilibre, qui est que de 840. Ok, la mesure est correcte. Enfin, je veux dire, elle avantage là aussi, l'intervention là, de l'État, l'achat des 90 unités est efficace pour les producteurs. Elle le sera aussi pour les consommateurs. Puisque dans un deuxième temps, eh bien, l'État revend les 90 unités à combien? À 11. Puisque les demandeurs, eux, c'est bon. Hein. Les 90 unités, ils sont prêts à les acheter 11 €. Donc, il va les revendre à 11 €. Et donc, vous pouvez calculer dans le troisième temps. Hein, bon, là, j'accélère parce que c'est toujours pareil. Vous pouvez déterminer le coût pour l'État. L'État, donc, ça lui coûtera les 90 fois 20, puisqu'il va acheter 90 à 20 €. Et ça va lui rapporter 90 fois 11. Donc ça va lui coûter 810 €. Enfin 810 €, 810. Hein, on va supposer qu'on ne sait pas si c'est... Peu importe, de toute façon. Ok? Voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.